Joe Usawen me téléphonait son éditeur, partant pour sans condition publier sa pièce. Joe exigeait de moi une bonne chute. Je dis au revoir à Clémentine. Celle-ci, à ma grande stupéfaction, m'embrassait sur la joue gauche puis sur la joue droite. À bientôt, juge. Je sais que tu as peur de te présenter car l'antisémitisme rôde partout sans être puni. En tout cas, je n'irai nulle part. Vive la France. Vive la République des devoirs et des droits. Je sais que tu ne me crois pas. Tu penses même que je suis une fervente catholique ou bien une espionne du califat islamique avortée. D'après les médias et jusqu'à preuve du contraire. Je sais que beaucoup des adeptes de ces deux religions incriminent les juifs d'ici et d'ailleurs d'être la cause principale de la désertion des églises et de la chasse aux minarets, pourtant d'une jolie et sublime architecture. Ce sont des rumeurs basses. Qu'en savent-ils des temples juifs qui se ruinent un peu beaucoup en France? Tu es juif et tu le sais. Que je le sais, je suis juive et tu le sais. Bien sûr, je parle du judaïsme intelligent, laïque, loin de l'emprise de soi-disant guides religieux, despotes, bornés, des sectes orthodoxes, comme il en existe dans les autres religions, voire chez les bouddhistes, les athées, les écologistes et les extrêmes. Qui vous a parlé d'islam? Je parlais des extrêmes, de gauche, de droite. Il en existe partout, même en amour. On se rappellera, Jules. Mes excuses de t'avoir trop secoué, je sais, tu crains ta mère, le diktat de la mère juive, c'est connu. Cela se transmet sur l'épouse, la sœur, l'amie intime ou collègue ou voisine ou passante. L'homme juif a peur de la femme juive en toute légitime défense, il voit la mère en train de courir sans cesse derrière ses basques et bretelles. Clémentine quitta le café américain. De mon côté, je retardais mon départ. Je rassurais Joe Usawen. Je lui promets une fin pour le proche lendemain. Je me levai et me présentai devant la barmaid Féruse. Je devais partir, mais je n'ai pas avancé. Avancé dans quoi? Dans mon livre. Dérangée par cette girafe? Tu as trouvé le bon qualificatif. Elle a tout sauf le charme. C'est la première fois que je la vois ici. Elle vient plutôt le samedi avec sa mère, une dame raffinée. Ce sont mes voisines. Elles sont de Fès ou de Tibirt. La fille s'appelle Karen. Karen Blixen ou Kera Amayas ou Kenza, n'importe. Je n'y comprends rien. Elles sont toutes à la fois juives, musulmanes et bonnes chrétiennes du Maroc berbère. C'est comme ça que la maman se présente, mais la fille la contredit à chaque fois. Elle dit être d'Alsace ou de Lorraine. Pourrais-tu cesser de raconter des bobards? Pourtant, je n'invente rien. Cette girafe, comme tu dis, me paraît loin de venir du Maroc, cette terre hospitalière. Je la trouve sans diplomatie ni générosité, je la trouve raciste, et ne portait dans son cœur que la race juive, si race porte quelque sens en 2020. Tu veux la vérité? Elle cherche une aventure, elle gagne très bien sa vie, pas du tout profiteuse. Tu es en train de me contrarier, moi qui la pensais être une mère célibataire à la recherche de son fils unique, ingrat, est partie loin d'elle à force de courir derrière lui et saboter ses mariages. 3. Quand j'avais insisté auprès de Féruse, elle finit par m'avouer sa farce. Elle ne connaissait pas Karen, Keira ou Kenza ou Clémentine, mon agrume algérien croisé hybride. Elle voulait me rappeler une anecdote. Celle-ci datait de son premier jour dans ce café américain. Habillée à la légère, ce fut un beau jour de printemps. Je l'avais taquinée une fois mon café servi par Féruse à Jules. « Vous êtes belle. Vous me draguez ?» « C'est un farceur, lui dit Carmen, que j'avais nommé Carmenza. »« Vous êtes splendide. Vous vous moquez de moi. Il cherche le coup seul en lit avec toi, lui dit encore sa collègue Carmen. Reprise. Vous êtes belle. Vous me draguez. C'est un farceur, lui dit Carmen, que j'avais nommé Carmenza. Vous êtes... Non, je reprends. Vous êtes belle. Vous me draguez. C'est un farceur, lui dit Carmen, que j'avais nommé Carmenza. Vous êtes splendide. Vous vous moquez de moi. Il cherche le coup seul en lit avec toi, lui dit encore sa collègue Carmen. Le coup seul en lit, c'est comme seul en scène. Je ne comprends pas, dit Féruse.
Tirer un coup et partir, lui répliqua Carmen, cette pâleur espagnole. Salaud, va. Pourtant, je vous ai aimé à mon premier regard sur votre cou de canari. Je viens d'être quittée par Albertine. Vous penchez vers les filles. Désormais, je pencherai vers les chats. Et les chattes et les chiennes. Vous êtes tordu. Pourtant, vous me faites fendre l'âme et mon cœur d'artichaut. Depuis lors, Féreuse et moi échangions des farces. Je la trouvais paysanne, pour ne pas dire authentique, généreuse. Dès le départ, une distance respectueuse et respectable a été convenue entre nous. Elle m'offrait souvent à boire et à manger, ce qui me gênait. Alors je changeais de café, mais je finissais par retomber sur mes pattes comme un chat et lui revenir à Férouz, lui revenir à Carmenza. Un mois après notre échange, Madame l'avocate ne cessait de me poser l'épineuse question. « Tu es de quelle obédience juive ?» Tantôt je lui disais de telle obédience, tantôt de telle autre. Je finis par lui dire mon appartenance au courant du père d'un enfant, la belle plume new-yorkaise du quartier de Manhattan, la sublime plume, le romancier Chaim Potok, l'auteur du livre, ayant rendu hommage à l'art des enfants à dessiner et à refuser de perdre leur jeune temps, à prier un bon Dieu manipulateur des faibles et des misérables, un Dieu ayant peut-être raté son SAV, un Dieu inventé que je distingue du vrai bon Dieu, le clément, le miséricordieux. J'ai beaucoup aimé ce livre, son titre « Asherlev ». Je l'ai comparé au roman autobiographique de Mouloud Feraoun où le fils du pauvre, du côté d'un autre Manhattan kabyle, et sans gratte-ciel, puisque le ciel est à portée de main dans ces montagnes pauvres où les hommes et les femmes ont l'habitude d'émigrer, en France en particulier. Je conseillais ces deux livres de la réalisation à la fois personnelle et collective à l'avocate qui prétend, dit Mordieu, être juive impayable. Quand elle eut appris mon obédience tout inventée, elle me repoussa, incapable de me témoigner une sorte de tolérance devant nos différences. Et pire encore, elle n'eut pas la curiosité de lire ces deux bijoux littéraires civilisationnels, ce pont entre les cultures humaines. Ne devrais-je pas la qualifier d'ignorante? Le ridicule ne tue pas. Henry Miller se remua dans sa tombe. Il l'aurait renvoyée sur les bancs de la maternelle pour refaire ses humanités. Cette ignorante me sauvait la mise. Son ignorance, son intolérance, son mépris de mon obédience juive, orthodoxe ou permissive, fictive et factice, toutes ces humiliations de ma culture, tout compte fait allaient m'aider dans la finition de 3 chantiers en cours d'élaboration. Le premier chantier, la chute de la pièce. Pour un bol de riz de Joe Isawen, l'idée venait de Jules à la base. Le second chantier, mes sorcières religieuses, ou mon essai sur les filles intégristes, des 3 religions et des autres endoctrinements qui m'avaient rejeté ces 20 dernières années parce que je refusais d'embrasser leurs pratiques insensées, loin de cadrer avec mes principes, pas du tout va-t-en-guerre. Bien sûr, rien n'est sûr. Quant à ma propre vraie foi, entre nous la foi est dans le cœur. Elle n'est pas dans une présence à une messe catholique, un prêche juif ou une prière. Dans une mosquée, entre nous la foi n'est pas dans le port d'une tenue vestimentaire certifiée par tel ou tel courant borné, naïf, voire innocent, bon. Troisième chantier, le plaisir des filles, cette fresque contemporaine pour mettre à l'honneur la parité et la femme moderne en raison de damer le pion à son tortionnaire, le mal violent, longtemps ayant considéré la femme comme le repos du guerrier. Au vu du dernier message de Clémentine, ce troisième chantier se prête bien pour être nourri justement par l'attitude méprisante de Clem envers Jules, qu'elle voulait humilier, et par cette tentative de l'humilier, elle tentait de venger son père et les anciens maris épousés, ou ces chiens sans foi ni loi pour la citer. Le troisième chantier, il est évident que ce titre, Le plaisir des filles, pourrait sans nul doute prêter flanc à la critique la plus épidermique. Certains trouveront le titre trop simpliste, orienté pour vendre le livre comme une marchandise, un bien de consommation. D'autres s'étonneront de mon audace prétentieuse à distinguer les plaisirs des hommes et les plaisirs des femmes à notre époque,
où tout est uniforme, uniformisé, standardisé, à commencer par les tenues vestimentaires, les emplois et tout. Allez parler de jouets réservés aux filles et d'autres jouets réservés aux garçons. Allez dire que tel emploi est un emploi pour une femme et tel autre pour un homme à la moustache en guidon. Allez dire que tel pantalon ou telle chaussure destinée pour être portée par un garçon et tel bonnet par une fillette. La parité est totale, vraiment. Alors je maintiendrai le titre, quel que soit l'humour du public et ses convictions. Clem aussi le clama. Les garçons sont différents des filles, je la taquinais. Même à l'âge adulte, les hommes aussi diffèrent des femmes. Et plus tard, la ménagère de 50 ans diffère de l'homme de 50 ans, et idem à 60, 70, 80, 90 ans, etc. Et leur plaisir et leur désir aussi. À chaque âge, ses plaisirs et désirs. Et ces plaisirs et désirs demeurent distincts entre les deux genres. Avec votre raisonnement, la parité a du plomb dans l'aile, elle a du souci à se faire. Vous galvaudez la sémantique des mots. 4. En tout cas, Jules cultivait un ultime désir, celui de lancer une polémique, un débat, poser un fiasco, poser un faux problème, attirer les feux de la foire aux vanités sur son livre, les projecteurs médiatiques sur ses plaisirs des filles, attirer sur sa personne les foudres des courants féministes. Ces courants pourraient le traduire devant les tribunaux, justement, cela allait tomber à pic. T'as qu'à éteindre. 4. En tout cas, Jules cultivait un ultime désir, celui de lancer une polémique, un débat, poser un faux problème, attirer les feux de la foire aux vanités sur son livre, les projecteurs médiatiques sur ses plaisirs des filles, attirer sur sa personne les foudres des courants féministes. Ces courants pourraient le traduire devant les tribunaux, justement, cela allait tomber à pic. Clémentine le défendrait, cette avocate, n'est-ce pas? Elle avait sauté de joie avec quelques sauts de cabri. Monsieur le bon linguiste, oui madame la juriste, vous avez de la suite dans les idées. Je voulais faire amende honorable, relancer votre jeune carrière, vous éviter la dèche, vous sortir des griffes de votre bourreau actuel. Mon bourreau? Le patron de votre étude notariale. Il ne cesse de me dénigrer. Il faut que j'accélère la fin de mon livre et lancer les hostilités, la polémique. De votre côté, vous devriez préparer ma défense. Pensez à relire le code de la famille. Vous pensez avoir les sous nécessaires pour me payer sans crédit? Mes tarifs sont bourgeois, peut-être. Notre cabinet d'avocats pignon sur la place judiciaire parisienne, française, voire européenne, africaine, new-yorkaise. Sachez que chaque année, je sauve une femme des griffes des hommes violents. J'hérite d'une fortune, je vous paierai convenablement. Dès lors, Clémentine ne cessait de me destiner des messages. Un premier vers 10h, un second vers 13h15, un troisième vers 21h. Après 4 mois environ, j'ai invité mademoiselle l'avocate autour d'un café amer, au café américain de la place Saint-Augustin. Elle arrivait dans une tenue splendide, féreuse en nous servant cligna de l'œil. Clémentine vit ce clignement s'embrancher. Une fois, en tête-à-tête, l'avocate vexée lançait son plaidoyer contre les serveuses. « Cette fille me prend pour une fille de joie. Tu veux la vérité? Je t'écoute. » La dernière fois, elle avait dit du mal de ta personne physique. Elle trouvait ta petite tenue vestimentaire effroyable et nullement du goût de notre époque. Elle t'avait même comparé à une girafe. T'inquiète, je t'avais défendu. Je lui avais cloué le bec en lui disant que tu étais la plus belle, loin d'être une girafe. Justement, ta silhouette longiligne te fait élégante. T'inquiète, avec sa taille, elle n'en est que jalouse. Elle doit cultiver une frustration devant une taille de mannequin comme toi. C'est le plaisir des femmes de haïr la belle quand un village de garçons lui jette des fleurs, des sérénades et des madrigaux. La voilà en train d'éclairer
Te voilà en train d'éclairer ma lanterne, le plaisir des filles. Ne serait-ce pas la jalousie féminine, afin d'avilir la rivale, la ridiculiser. Clémentine acquiesça, mais pour elle, les plaisirs et les désirs ainsi que les émotions humaines ne sont pas du tout classables selon le genre masculin-féminin. Me voilà en train de tourner en rond. Depuis 20 ans, je tentais de comprendre la femme, à chaque fois je reculais au lieu d'avancer. Je perdais sur tous les fronts. Pas d'amour, pas d'amitié durable entre les femmes et Jules. Et je perdais sur tous les fronts. Pas d'amour et pas d'amitié durable entre les femmes et Jules. Seule Jolina avait cohabité avec moi pour s'en aller et me revenir. Me revenir? Plutôt elle revenait pour le bonheur des enfants, finit-elle par me dire. À bien y réfléchir, oui, c'est ça. Elle resta avec moi parce que je lui avais donné 2 beaux projets. Le mariage et les enfants. Puis elle s'était lassée de moi et de la routine du ménage, moi aussi. Alors je l'avais autorisée à quitter le foyer. Elle pouvait aussi prendre les enfants. Fière et têtue, elle partait avec les jumeaux de 3 ans. Elle avait squatté devant la maison de l'enfance. Là-bas, je lui avais rendu visite un mois de juillet. Dans son studio de 12 mètres carrés bien sordide, j'avais alerté les services sociaux pour leur dire que la mère de mes enfants Jolina folle mettait en danger les petits bouts de chou. Persévérant dans ma démarche, j'ai pu les récupérer. Sain et sauf à la rentrée scolaire toute proche de septembre, Jolina, après une expertise psychologique, semblait n'être ni bipolaire, ni schizophrène, ni perverse, narcissique, ni retardée mentale. Sans vrai souci, sans emploi, elle se culpabilisait d'être bonne à rien. Elle regrettait de ne pas participer aux dépenses du ménage. Pourtant, je n'avais rien exigé. En tout cas, elle refusait de revenir à la maison. Elle fut encore accueillie dans la maison de l'enfance. Elle chercha une formation en psychologie humaine. Elle décrocha un certificat d'aptitude à lycée, tiré vers la paisible bienveillance, les relations apaisées en entreprise, en famille, dans les écoles et la formation continue. Son diplôme s'intitulait médiatrice de la paix. La mairie l'embaucha pendant 1 année dans le cadre d'un emploi aidé. Une fois ce premier poste arrivé à son terme, elle allait être engagée comme vacataire pendant 1 année supplémentaire avec un salaire en double, mais elle refusait de quitter la maison de l'enfance. Elle la quitterait sous cette condition: décrocher un emploi dans une association qui aidait les femmes battues d'ici et d'ailleurs. Jolina voulait créer des groupes de parole afin d'aider à mieux gérer le traumatisme subi par ses victimes de certains hommes violents. Et voilà, le destin lui apportait une embellie. Elle gagnait au loto, sans oublier son héritage familial. À partir de ce moment, elle s'associait avec une famille boulangère pour détenir 50% des parts de leur chaîne de boulangerie et pâtisserie. Elle me permit de laisser tomber mon emploi. Dès lors, je m'étais consacrée à l'écriture, à l'éducation des enfants et à l'entretien du ménage. 5. Ce dimanche, Jules a savouré une grasse matinée reposante. Tout en prenant son petit déjeuner, il écoute la radio, une émission d'Isabelle, une voix sensuelle pleine de vie. L'invitée du jour, Adriana, la fille de Prague. Le mannequin de mode présente son livre. Elle le présente chez Isabelle à travers « Il n'y a pas une vie unique dans la vie terrestre » ou son émission dominicale. Jules est surpris par le discours d'Adriana. En effet, son livre ressemble au dernier roman cosmique de Jules, préfacé par Usawen. Adriana et Jules se rejoignent dans beaucoup de thèmes: la méditation, la nécessité de faire de temps en temps le ménage dans leur entourage, la misère en Éthiopie, leur accent quand ils déclament la langue française étant donné que Jules avait grandi en Kabylie dans le nord de l'ensoleillé ancien ranch colonial, la chaleureuse hospitalière terre du garçon, l'Algérie. Oui, les 2 livres parlent de solidarité et du droit à la noble libre différence, sans oublier de dénoncer les clichés répandus en Occident sur les filles de l'Europe de l'Est. Ces filles à la fois misérables et très profiteuses, comme certains disent, chez nous en terre occidentale européenne. Ces esclaves de l'argent, comme certains disent, chez nous en terre occidentale européenne, terre des alcools forts et des drogues fortes. Les 2 livres revendiquent aussi le droit à un air pur à respirer partout, un air maintenant pollué de particules fines. Cette pollution endémique que nul pays ne tente d'éradiquer parce que la croissance économique prime devant la santé et nos vies. Cette émission, celle de Mademoiselle Isabelle, à savoir « Il n'y a pas une vie unique dans la vie terrestre », promeut une exposition de poésie organisée à
Beaubourg. De quoi parle-t-on? Enfin, j'ai trouvé le vrai plaisir des filles grâce à ma lecture d'une prose parue dans la revue de Beaubourg. Cette revue avait accompagné une exposition en l'honneur d'un poète, Joe Usawen, auteur d'un recueil en prose, Les Inconnus de Beaubourg. J'ai été invitée par l'amie de Jolina, l'éditrice. Amie E. Oui. L'exposition mettait à l'honneur Paris, la femme moderne indépendante, libre, généreuse et parfois sourde aux bontés des braves cavaliers. Comme elle mettait à l'honneur une centaine de dédicaces manuscrites de l'auteur Joe Usawen. La revue de Beaubourg tenta de percer le message codé du recueil de Joe. L'article phare, rédigé par Dylan Abride, alla droit au but. Pour Abride, sans emprunter 4 chemins, le plaisir des filles est de vouloir déclarer la guerre aux garçons gentils. Abride, sur le droit chemin, parle de filles va-t-en-guerre. Immédiatement, il rajoute un second plaisir, accepter la soumission devant les garçons riches, beaux et bêtes au lit, si j'ose dire, adoptant une méthode scientifique, je le cite, Dylan, pour illustrer ces deux plaisirs, puise sa rhétorique dans 2 poésies de Joe. La première, ingrate félicité, tente damer le pion aux petites souris, pourtant aimantes et douces. Parfois je m'emporte et critique les cohortes de garçons peu galants, fiers et méchants de moquer les filles tolérantes et gentilles. La seconde poésie insiste sur la gentillesse de la femme livrée à la dèche devant la bonté du chevalier servant à lui offrir toit, souper et mariage. Malheureusement, selon Dylan Abride, s'appuyant sur Joe, cette même femme fort choyée retourne sa veste. À la première faiblesse de son chevalier servant, elle fuit ses responsabilités. Au lieu de montrer de la solidarité, elle esquive la réalité. Elle nargue les braves cavaliers. Je cite Joe. Cet état guerrier vient d'être souligné par le même Joe dans son récent ouvrage. Dédicace joyeuse que l'amie de Jolina, l'éditrice, vient de m'adresser par colis postal. Dans son préambule, Joe plante le décor à propos du bras de fer souvent lancé par les participants à une relation humaine et partout, en entreprise, à l'école, dans la rue, un café, les transports en commun, sur un plateau médiatique et dans le quotidien du couple. Grand 4. Lila Rosa. 1. En sortant de la seconde dispute, je me posais vite cette question. Ne dit-on pas que jamais 203 ? Quelque temps après la 3e dispute, ça menait vite. Oublions la première dispute, voyons la seconde dispute. Par la suite, je mettrai à l'honneur la 3e guerre. En fait, ce fut plus qu'une dispute, une guerre. Dans ces 3 conflits, je fus la partie responsable au premier chef. Mais le mépris essuyé par Bibi de la partie adverse fut disproportionné, démesuré, violent. En effet, je fus la brebis galeuse dans ces 3 relations. Quelles relations? Celles qui furent l'objet de ces disputes. Vous êtes d'accord? Un conflit survient entre au minimum 2 belligérants. Dans mon cas, en plus de Jules, le second belligérant fut Cathy, Ipti, puis Lila. Toutes voulaient m'épouser. Moi aussi, je voulais les épouser. Mais en ce temps de ma jeune arrivée à Paris, je ne savais pas les codes des filles et des villes. Je leur donnais une importance exagérée. Je les avais comblées d'une multitude de fleurs, parfums, la fleur d'oranger, livres de poche, savonnettes, cartes postales, lingerie fine, d'été ou d'hiver, voyages, bijoux. Malgré ces générosités, elles ne furent pas convaincues de ma foi en mon amour pour elles. À chaque instant, elles me disaient « Je veux d'autres preuves ». Des preuves supplémentaires. J'ai initié un dialogue avec Ipti. Je voulais mesurer son degré de tolérance. Alors, j'ai tenté de créer une situation conflictuelle toute banale. J'ai voulu la prendre par la main et l'encourager à cultiver l'art du dialogue transparent, exempt de tout malentendu. N'est-ce pas là une preuve d'amour, une envie de rester avec elle? Ipti pensait ne pas se contredire quand elle disait à Jules l'existence d'un sujet sur la planète Terre qu'elle ne voudrait pas aborder avec lui. Pourquoi? Pour elle, Jules ne lui était pas quelqu'un de proche au point de pouvoir lui parler de leur cuisine familiale. À mademoiselle Ipti, cuisine secrète, c'est tout. Ipti rendit la balle à Jules en l'incriminant d'avoir déformé ses paroles. D'ailleurs, elle ne comprenait pas la proposition de Jules de vouloir restreindre leur conversation à 2 sujets. Alors, Jules sut lui tenir tête et fièrement. Justement, je voudrais que nous soyons proches en nous connaissant en profondeur, en parlant de tout, sans pour autant être amoureux l'un de l'autre. J'appelle ça une amitié intelligente. Je refuse les amitiés superficielles. Voilà le fond de ma pensée. J'ai décidé de ne parler au cours des 6 prochains mois que de cuisine et de littérature. Je persiste, il y a oui anguille sous roche. Cuisine, lettres modernes, puisque c'est le thème de mon roman en cours d'écriture qu'un éditeur, les mots fades, m'encourage à finir. Tu es libre de dire non, comme ça nous ne perdrons pas de temps. Nous nous reverrons alors en janvier, dans 6 mois, à la fin de la rédaction de ce roman. En tout cas, j'ai décidé d'être pragmatique dans mes échanges.
C'est pour ça que tu n'es pas timide, contrairement à moi. Tu n'as pas de tabou, tu cherches tes futurs amis en les provoquant. De mon côté, je considère que l'amitié ne se provoque pas, elle se crée au cours du temps, lentement ou pas. Pour ce qui est des sujets de conversation, je peux parler de tout, mais pas avec tout le monde. Tu es en train d'ériger des murs. En tout cas, je n'ai pas envie de parler de la recette secrète familiale avec toi. Et c'est loin d'être un sujet tabou, mais j'ai mes raisons que je ne désire pas non plus te dévoiler. Pour moi, c'est un sujet sensible, ça me rappelle certains drames familiaux. Je ne me sens pas à l'aise de t'en parler, donc pour toi, je suis une perte de temps. Si tu crois à l'amitié intelligente, tu comprendras que parfois certaines personnes ont vécu des situations graves. La confiance vient avec le temps, elle ne se commande ni ne se quémande. Je respecte ton état d'esprit, je te demanderai de respecter ma conception de l'amitié. Ce serait une perte de temps pour nous. Dans ce sens, nous serions superficiels. Nous aurions été hypocrites en refusant de parler de tout. Nous n'aurions fait que nous caresser dans le sens du poil. Ipti lui laissa sa liberté de penser. Libre à toi d'en déduire ce que tu voudras. Au bout d'une année, 2 ou 20, nous aurions prêché dans le désert puisque je ne t'aurais pas enrichi réciproquement. Cela aurait été une perte de temps pour nous deux. C'est juste mon avis. J'appelle ça partir sur de bonnes bases, soit pour assainir notre timide relation, soit pour la stopper dans la joie et la bonne humeur. J'ai toujours été transparent. Toi et moi utilisons deux sémantiques différentes, quoique proches. On ne peut pas plaire à tout le monde, vraiment 1000 excuses pour ces vérités vulgaires peut-être. Après tout, je ne suis qu'un simple kidam obscur et tu n'aurais rien perdu. Tu me demandes de respecter ta vision de l'amitié, mais j'ai l'impression que tu ne comprends pas la mienne non plus. Je t'explique que je ne suis pas à l'aise sur le sujet de la recette secrète culinaire familiale, tu me traites d'hypocrite. Ici, justement, on ne se caresse pas dans le sens du poil. Je suis transparente en essayant de t'expliquer mon ressenti par rapport à ce sujet douloureux. Cela ne me paraît pas violent. Ta réaction l'est puisque tu refuses mon choix de ne pas jouer dans la cour des échanges guerriers. Tu as peut-être raison. Dans ce cas, je te propose de nous revoir dans 6 mois. Le temps de finir mon roman, faire le tour sur les recettes anciennes de ta région. Je compte sur les livres des grands chefs ou moins grands pour m'orienter. Pour le moment, nous divergeons. Exactement, nous divergeons. Divergence totale, d'où la nécessité de cette pause. Si tu veux me parler de votre recette familiale, je te verrai avec plaisir. J'espère m'être bien exprimée. En tout cas, je suis loin d'être va-t-en-guerre. Je parlais de va-t-en-guerre. Je parlais de façon générale. Pour l'hypocrisie, je ne te visais pas. Au contraire, tu es transparente. Il serait préférable de nous revoir plus tard. Comme ça, nous aurions eu le temps de méditer sur le sens de l'amitié à l'aune des réseaux dits sociaux. Passe un bel été, rendez-vous dans 6 mois si nous sommes en vie. Oui, et si je n'ai pas trouvé l'amant numéro 3, on fera comment? Entre-temps, j'espère avoir percé le plaisir des filles simples ou saintes comme toi. Mon plaisir, recevoir des preuves solides, factuelles. 2. Et cette pause débouchait sur une séparation définitive. Bye bye love, selon les garçons de Liverpool, puisque le proche lendemain de ce dialogue de sourds, tendu, le destin me faxait Lila. Une semaine plus tard, je lui disais tout de mon âme endolorie, de ma déception devant l'épreuve exigée par Ipti. Lila ne cherchait pas de preuves, elle se présentait comme le joli cœur d'or le plus rare qui puisse battre sous le soleil, et je la cite. En contrepartie, elle attend plus d'attention de son amoureux, elle adore être mise sous les feux de la rampe. Voir un garçon s'agenouiller à ses pieds, elle parle de génuflexion pour la demander en mariage sur le pont des Arts si possible, lui ait été une preuve du bel amour sincère profond du prince et du prétendant. Oui, le garçon doit la cajoler avant de la conquérir, même pour partager ensemble un moment dînatoire dans un salon de thé ou bien un café mort rustique. Oui, elle attend d'être dorlotée sans cesse dès les aurores, si j'ose dire. Dans le couple en union libre ou sacrée, pour ne pas dire le mariage, la femme, Lila, dans notre cas, doit être le centre du monde partout et en toute heure. Ne serait-ce pas un exercice difficile pour son mari, sa belle-famille, son entourage? Me voilà dans l'impasse. Un vrai dilemme, peut-être un choix cornélien. Lila ne jouait-elle pas une sorte de Cid augmentée en s'attribuant le rôle de la chimène moderne? J'allais de mal en pis. Ipti, Lila, les mêmes freins et barrières qui aboutirent à la même fêlure sentimentale, une vraie désillusion romantique. Newton avait raison d'observer qu'à son époque déjà, pourtant qualifiée de siècle des Lumières, ses contemporains érigeaient plus de murs que de ponts. Après l'épreuve à constamment faire miroiter à l'attention de mademoiselle Ipti, je devais lustrer Lila comme une voiture de collection, la faire briller au risque de me brûler les ailes comme Icare, entre ciel et mer selon la mythologie grecque, l'histoire du Minotaure et les ailes en cire enflammées à l'approche du soleil. De tempérament optimiste, médiateur au service de la paix des ménages, j'acceptais le défi à relever, prêt sans condition, à élever chaque instant Lila sur le piédestal des déesses choyées, vénérées et mises sous la lumière des projecteurs et des paillettes.
J'acceptais le jeu. En mon âme et conscience, je soupçonnais Lila de jouer à l'ombre très fuyante. Je la soupçonnais de vouloir sonder qui j'étais, si je n'étais pas une coquille vide, pour citer la fêlure de Fitzgerald, si je ne recherchais pas que le coup seul en lit, puis disparaître. Je la soupçonnais de poser des garde-fous nécessaires pour se protéger. Sûrement, elle devait avoir été meurtrie par quelques mésaventures récentes douloureuses. Serein, je fus disposé à livrer inébranlable et vaillant comme Achille la bataille, à lui prouver que j'étais un type bien, loyal, aimant, fidèle et sachant écouter autrui, être à l'écoute des envies des filles, les envies et désirs de Lila en particulier, des preuves. J'ai initié un dialogue avec Lila après Epti. Je voulais mesurer son degré de tolérance. Alors j'ai tenté de créer une situation conflictuelle des plus banales. J'ai voulu la prendre par la main, l'encourager à cultiver l'art du dialogue constructif. N'est-ce pas là une preuve, une envie de rester avec elle? Suivons ce dialogue entre Lila et Jules. Bien sûr, j'ai mené les débats avec une réelle mauvaise foi. Le but, énerver Lila, l'amener à m'insulter, mais c'est sans compter sur l'objectif de Jules. Je cherchais à sonder si Lila est rompue au dialogue poli et respectueux et à voir si elle se remet en cause. Je craignais de faire face à une personne perverse, narcissique, peut-être bipolaire. Au moment où nous nous attendons à une dispute, Jules évite la cérémonie des adieux regrettables. Dans ce qui suit, Jules aborde un sujet, souvent point de discorde entre les garçons et les filles en train de faire connaissance. Un tel sujet finit vite par mener au moche malentendu. Surtout, les deux antagonistes mis en conflit, à savoir Lila et Jules, ont reçu deux éducations différentes. Lila n'est que de passage à Paris, tandis que Jules, lui, prétend habiter Versailles. Il triche. Il tente de séduire Lila, car celle-ci vénère le roi Soleil et le château de Versailles. Et son livre de chevet n'est autre que Voltaire, je veux dire, le siècle de Louis XIV, donc. Suivons la mise au point du garçon adressée à Lila, la fille slave. Celle-ci l'aurait insulté gratuitement. Lisons la pédagogie de Jules. Le but est bien entendu de fonder de bonnes bases entre eux. Surtout, Jules tente de lui expliquer son égoïsme à Lila et sa facilité à déformer les propos d'autrui. Elle déforme pour dominer. Elle déforme sciemment pour rabaisser l'autre, l'aviler, le détruire, le ridiculiser, le mépriser. Cette salissure, cette intimidation. Serait-ce le plaisir, le vrai, de Lila et des filles? Chère lectrice, chers lecteurs, je vais donc vous rappeler un principe. Ne jamais bomber le torse ni se sous-estimer. Le dialogue doit être privilégié. Lisons la réponse de Jules à l'attention de la fille slave Lila, sûre d'avoir raison à tous les coups. Voici le mail envoyé par Jules à Lila, ce mail, cette thérapie de couple. Chère Lila, vraiment ton attitude m'a fait mourir de rire. Tu as oublié un détail. Qui a commencé l'interview? Il me semble que c'était toi la première à m'avoir posé beaucoup de questions. Tu m'avais dérangé, alors que je travaillais sur mon roman, ma recherche d'emploi et sur bien d'autres sujets urgents. Comme je suis polie, j'avais répondu à tes questions. Parfois, tu me posais la même question plusieurs fois et j'y répondais avec le sourire. Surtout, tu m'avais posé une question dramatique sur le mariage, l'amour, les enfants. Sais-tu que peut-être ma femme et mes enfants sont morts après l'attentat de Paris en 1995 ou lors des attentats non relayés par la presse occidentale en Algérie au cours des années 90, tristes, tragiques ou peut-être dans un crash d'avion, un accident de la route. Mais j'avais répondu poliment pour satisfaire ta curiosité. Je trichais en réalité puisque je jouais un personnage de roman. Parfois le philosophe, le sociologue, le penseur. Tu m'avais plusieurs fois posé la même question, elle portait sur mes origines, cela m'a choqué, puisque nous avons tous, toutes, une seule origine, la souche humaine, par la suite j'ai compris. Tu tenais beaucoup à classer les personnes dans tes tiroirs, du moins tu revendiquais fièrement ton appartenance à un pays, le Tolkistan. C'est ton droit le plus absolu, surtout tu critiquais avec délectation la France, c'est ton droit. Tu ne t'arrêtais pas seulement dans la critique. Sévère, tu nous trouvais bien mauvais au vu de notre mode de vie différent du mode de vie de ton pays. À mon avis, tu ne devrais pas, en tant que journaliste, prendre position, car la différence apporte de la richesse. Mais ce n'est pas très grave, nous sommes en démocratie. Revenons au contexte initial de mes questions. Par la suite, tu me posas plusieurs fois la même question qui a trait à l'amour. Je t'avais répondu en te disant que dans une relation, le dialogue doit primer. Tu m'avais insulté en me disant ne pas mériter, moi, d'être ton copain, ton amant, ton mari, ton père, ton frère, ton oncle, que sais-je encore. Ce qui voudrait dire que, à ton avis, je devrais être un mauvais garçon mal éduqué, moche, bête. Ce qui voudrait dire que toi, tu es plus belle. Ce qui voudrait dire que toi, tu es plus intéressante. Ce qui voudrait dire que toi, tu es plus intelligente, plus éduquée, tant mieux. Et j'en suis ravie pour toi. Ce n'est pas gentil d'insulter les autres, surtout quand c'est un garçon qui t'avait donné l'hospitalité. Il t'avait invité chez lui, sans exiger quoi que ce soit. Il t'avait accueilli chez lui, avec respect. Il t'avait accepté chez lui, avec considération. Oui, je suis moche, bête et mauvais. Et alors 3.
Fière comme elle est, mademoiselle Lila, cette triste âme slave et mélancolique, ne donne logiquement aucune suite à l'offre de réconciliation ci-dessus de Jules. Toujours optimiste, ce dernier lui tend la main de son amitié plus que jamais renouvelée, sincère, cordiale, néanmoins empreinte d'un grain de mauvaise foi et de provocation voulue mais polie. Jules, depuis toujours, ne montre jamais de sérieux. Lui, le garçon sérieux et matheux. Il faut le prendre constamment au second degré. Lisons Jules en train d'enfoncer le clou de la taquinerie devant le silence altier et moqueur de Lila, italique. Bonjour Lila, une précision de taille. Je suis honnête dans mon discours, je ne te drague pas. Je ne suis pas amoureux de toi, mais je veux respecter le cheminement de toute relation, à savoir se dire au revoir, poliment quand nulle affinité n'est partagée par les acteurs d'une liaison amicale, familiale, amoureuse, professionnelle, politique, artistique. Ce fut ma tendre pensée pour toi. Jules. PS. Bien sûr, tu pourrais aussi en déduire par ce mail insistant que je tiens beaucoup à toi. Ce n'est pas une honte de voir un garçon témoigner des sentiments pour une fille, et vice-versa, n'est-ce pas ? Du reste, ne serait-ce pas le plaisir et le bonheur des filles que d'être courtisées ? Ipti partait, du moins elle refusait de me garder comme noble amie en apprenant mon strict nouvel attachement inconditionnel à Lila. Celle-ci, indomptable, dominatrice, rejetait mon offre de bâtir une relation équilibrée, un pacte donnant-donnant. Elle refusait de céder le moindre pouce de son territoire, de cette sorte de royaume féminin où des trésors cachés, encore plus mirobolants que l'or amassé par Ulysse à son retour auprès de Pénélope, valent la chandelle d'une soumission auprès d'une déesse, quoique terrestre, humaine, loin d'être mythique, légendaire et supérieure. En tout cas, je n'avais pas eu la présence d'esprit de conquérir au détriment de ma dignité cette factice citadelle difficilement prenable à court terme. Je me vis dépourvu de toute conviction et de toute courtoisie qui donnerait l'impression à Lila de mon accord pour la valoriser tout le temps, et moi jouant son caniche, son valet, son esclave soumis et son souffre-douleur permanent. Vite, il me fallait par voie de conséquence lui dire au revoir, stopper les frais. Contre toute attente, elle s'accrocha à moi. En parallèle, Jolina arrivait, que j'eus à lui présenter au cours du mariage d'un cousin à Nîmes. Sans défense et restée baba, Lila, au dos du mur qu'elle avait elle-même érigé, lâchait l'affaire. Elle qualifie les relations humaines de simples affaires à deux faces. Une face réussie, une face tombée dans l'eau boueuse des salissures mélancoliques. Et je lui emprunte ces désignations. Pour elle, cette face n'est autre que la vie qu'elle compare à une valse à deux temps. La face réussie représente le temps de cette valse de l'amour, du couple épanoui. La face des salissures représente le temps, toujours de cette valse à deux temps, des malentendus et des pleurs. Lila partait de son propre gré, refusant de jouer les seconds rôles. Dès lors, je pus me stabiliser en compagnie de Jolina. 4. 7 ans après la réconciliation entre Jolina et Jules, j'avais foulé le parquet du café Féruse et Carmen. Je fus un homme heureux en foyer, si j'ose dire. Ce jour-là, Jules, moi ou Bibi s'apprêtait à rédiger le chapitre 45 de mon roman 61. Comme je devais concocter une chute honorable à la pièce, pour un bol de riz de Joe, mon ami d'enfance actuellement résident dans les Alpes de Haute-Provence. Ce fut au lendemain du départ de Jolina et nos enfants dans une station de ski. Notre couple refleurissait depuis 10 ans grâce au sens de la famille chevillé au corps de Jolina. En ce jour de décembre, Jules connut Clémentine. Par la suite, nous avions gardé le contact. Bien sûr, je lui avais dit mon célibat fin, que j'ai vite corrigé pour lui dire mon statut de mari attentionné, de bon papa et d'homme heureux au foyer. À partir de ce moment, elle me faisait les yeux doux. Elle trouvait que ma femme abusait de moi. Alors je lui proposais de m'aider à divorcer. Elle m'invita chez elle par une après-midi de janvier pour te venger de cette vipère de mauvaise épouse qu'elle renchérissait. J'arrivai chez elle vers 16 heures après une marche de plus de 30 minutes. Un paysage lunaire me fit face, habité par une bâtisse isolée sordidement. Un calme plat entourait cette bâtisse, située en bordure d'un sentier bien entretenu, loin d'être défoncée, couverte d'un toit en ardoise. On eût dit une maison bourgeoise. Clémentine confirma mon soupçon. C'était la maison de l'avocat de son étude notariale, le chef de Clémentine. La mère de celui-ci nous avait reçus. Clémentine m'a dit votre visite est son objet. Vous faites très bien de divorcer. Seriez-vous un homme soumis et de temps en temps battu ? Les femmes battues, ça n'est pas une légende urbaine. Je m'y connais très bien, Clémentine aussi. Mais elle et moi avons tué nos bourreaux sans avoir eu l'intention de leur donner la mort. La justice nous a blanchis. Seriez-vous des criminels ? Libre à toi de supposer ce qui te plaît. J'ai compris vos sombres plaisirs. Sombres ? Détruire ma famille. J'avais bu un filtre offert par mes hôtes et me voilà dans le coma. À peine, moi, sorti de ce coma, j'entendis un vieux refrain. Sa jeune femme le fit périr, elle lui fit boire de la bière et un filtre pour l'endormir. En parallèle, si vous tombez sur un livre signé Clem la Juste, je vous conseillerais de le lire pour le plaisir de la lecture. Si le titre dévoilé est
Le désir des filles, alors je vous conseillerais de ne pas vous fier au titre. Il ne vous apprendra rien sur le désir des filles. En revanche, je vous saurai gré d'avoir une pensée pour Jules en voie de guérison à la suite d'un coma induit par un poison ingurgité chez Clem et sa complice. Je vous promets le livre de l'ultime plaisir des filles, dès ma totale convalescence, à la condition que nulle catastrophe ne frappe notre planète, une météorite, un virus échappé d'un laboratoire, une invasion de sauterelles, les terres agricoles mangées par le béton, une attaque de nos amis les bêtes, dites sauvages, contre nos villes et villages à cause de la déforestation à grande échelle. 5. Demain, on viendra chercher Clem. Elle risque de prendre la perpétuité à cause d'une sévère campagne de dénigrement menée tambour battant à corps et à cri par son patron. Cet avocat mange à la même table que les notables de la place de Paris et des cercles d'influence de la justice injuste, parisienne, voire européenne, new-yorkaise, londonienne ou moscovite. Aux dernières nouvelles, d'après les propos rapportés par son avocate que Clem n'a pas choisi, son ex-patron a su convaincre ses anciens époux de témoigner à la barre et d'enfoncer Clem davantage en soulignant qu'elle fut violente dans leur ménage et qu'ils furent des hommes battus. Son ex-patron, cet avocat influent, ne voudrait-il pas décourager Nora, l'avocate de Clem, la défenseuse des causes perdues? En effet, celle-ci détient un espoir imparable. Elle tient à la sortie de coma de la victime de Clem ou son amoureux au nez juif. Pour Nora, l'ange gardien de Clem, s'il s'en sortait sain et sauf, il devrait garder un minimum d'affection pour elle. Ayant de la suite dans sa ligne de défense, Nora prévoit un second angle d'attaque. Et demain, on viendra chercher Clem dans sa prison actuelle. À l'idée de ne plus respirer l'air du parc Monceau, l'air du parc Le Floral de Vincennes, du bois de Boulogne, du jardin des Tuileries, l'air de la forêt de Fontainebleau, à l'idée de ne plus jouer la coquine convoitée dans les cafés fréquentés par les célibataires parisiens ou touristes de passage chez nous au cœur de la ville lumière, à l'idée de ne plus se balader une cigarette coincée à ses lèvres pulpeuses le long des rues et boulevards du quartier de l'Opéra, Montparnasse, place de la Nation, au cœur des quartiers latins et Saint-Germain au Trocadéro, en observant la Dame de Fer et le Champ de Mars, puis traverser le Palais Royal, la place du Châtelet, photographier de loin Notre-Dame de Paris, à l'idée de ne pas admirer Paris depuis Sacré-Cœur et Montmartre, à l'idée de ne plus fouler la tête dans les étoiles, les rues Montorgueil-Mouffetard, les quais de Seine depuis l'Orangerie jusqu'à Bastille-République, à pied ou bien à vélo, en solo ou bien au bras de son Jules tout frais, d'ici ou d'ailleurs, frêle titi parisien ou provincial, à l'idée de ne plus sentir sa ville, Clem se sent hypnotisée, en train de mourir, se désintégrer et défaillir. Son âme se grise, une sorte de claustrophobie l'envahit et elle en étouffe. Elle respire difficilement, elle panique à l'idée d'être confinée, accoudée à la rambarde de son minuscule balcon, quoique fleurie comme une banale épouse soumise, interdite comme une méchante prisonnière entre quatre murs. Clem frissonne, elle voit flou. Des sueurs glacées maculent son être. Bizarrement, aucune envie de rembobiner le film de son enfance ne lui vient. Elle se dit que la poisse et les mauvais génies ne l'ont pas ratée. À la perspective de ne plus vivre en pleine aile, sa tête bourdonne, elle pèse des tonnes, elle déglutit et médite sur le sens de la vie et de la justice des hommes qui vous enferment à vie pour un crime que vous n'avez pas commis. Dans 4 heures, le verdict sera rendu et l'avocate de Clem arrive d'après le surveillant. Clem s'en va menotter vers le parloir. Nora lui sourit. Ton Jules est sorti du coma, je ferai tout pour qu'il vienne témoigner, sinon je demanderai le report de la séance, une certitude. Quand on aime, on sait vite pardonner. Il te pardonnera sans nul doute, rien qu'en levant ses yeux de chimène sur ta silhouette jadis désirée, ta belle personne désormais mourante, à la suite de ces mois de détention préventive abusive. 6. En attendant de recouvrer ma lucidité et ma raison, une première embellie s'affiche à mon proche horizon. Après ce coma vaincu, je me sens renaître à la vie, c'est décidé, j'oublierai les malentendus ayant jalonné mon existence, surtout les différentes disputes futiles survenues entre moi et mes amis, IES, qui m'avaient rejeté sans raison, à l'image de Clémentine. Justement, cette proche embellie sera, oui, concrétisée sous forme d'un pardon. Oui, ravie de renaître de mes cendres, si j'ose dire. Je cultiverai la bonté, l'amour, le contraire de la haine, de la rancune et de la vengeance. Je pardonnerai à Clem. Elle n'a rien fait de mal, elle n'est qu'un fusible, un bouc émissaire. Elle et moi, nous nous sommes croisés au mauvais moment, au mauvais endroit. Ma femme, heureuse de mon rétablissement inattendu, me soutient. À peine au courant de la cause de ce coma, et ni jalouse ni fâchée, versa une somme mirobolante pour me payer un avocat de premier plan. Sa ligne de défense infaillible, très bien ficelée, ne laissait aucune place au doute quant à la peine encourue par mademoiselle Clémentine et sa complice. Pourquoi donc m'avait-elle empoisonné à dessein? Parce que je les avais menacés de les dénoncer d'avoir tué les hommes qui les auraient battus? Tout crime doit être puni. Demain, j'assisterai au procès. Coup de théâtre. L'avocate de Clem n'est autre que la meilleure amie de lycée de ma femme.
Cette avocate Nora a demandé une certaine clémence vis-à-vis de sa cliente dont le prénom sonne la douceur de mon agrume préféré algérien. Cette Clémentine, à en croire Nora, n'était pas coupable. La vraie coupable était la dame bourgeoise, la maman du patron de Clémentine, la fragile avocate pénaliste, l'enfant non désiré de ses parents. À en croire celle-ci, la vieille dame, au courant d'une relation non consentie entre son fils, la prunelle de ses yeux, et son employé Clem, ne faisait que jouer son rôle, protéger sa chair en brouillant les pistes aux enquêteurs. Le bon avocat, vu les sphères d'influence à ses pieds, n'avait pas souffert pour dédouaner sa maman. N'avait pas eu de difficulté à dédouaner sa maman. Un simple rapport dit psychiatrique lui avait suffi afin de qualifier sa vieille, chère, sénile maman de folle, voire de personne atteinte de la maladie du siècle, Alzheimer, et la bonne dame fut blanchie. Nora ne pouvait lutter contre cette machination, ce réseau de l'entre-soi, cette mafia qui ne disait pas son nom, cette caste impayable, difficile à concasser, tellement elle est dure comme un bloc de granit. Nora compte sur son amie de lycée ou ma femme, la partie civile se devant de défendre son mari volage, tombé dans un traquenard. Nora compte sur notre bienveillance pour sauver Clem. Demain, une embellie s'affichera à mon horizon. Un vrai rayon de soleil commun à partager à 4. Nora, Jolina, Clem et moi. Maintenant, demain est devenu aujourd'hui. Dans quelques heures, le procès s'ouvrira. Le jour s'est levé sous un beau ciel vénitien, algérois, disons niçois, antibois et monégasque aussi. Un ciel limpide qui éclate d'une blancheur virginale, lumineuse et aveuglante. Le soleil ne tardera pas à nous inonder de ses doux rayons. Me voilà dehors. Les premiers de cordée s'élèvent tôt de cette France à 2 vitesses, se dépêchent de prendre les transports. Là-bas, un rideau de fer de bistrot se hisse à mon passage. Un fracas ébranle le calme du matin ainsi que ma sérénité demeurée intacte, inébranlable. Un groupe de travailleurs du bâtiment accourt et demande au bistrotier des cafés à emporter. Une baby-sitter conduit une poussette de jumeaux d'un paleste. Un cycliste en sens inverse a failli me faucher. Plus de peur que de mal. Je marche, heureux d'être revenu à la vie. Oui, heureux de respirer l'air frais, pur de Paris en ces premiers jours de déconfinement, avant le retour à une vie normale ou le retour de la pollution dans quelques semaines ou quelques mois. Je marche comme un héron, heureux, altier, fier de pardonner à celle qui a failli payer les pots cassés par une tierce personne. J'hésite à spécifier à spécimen de notre race humaine à propos de cette sorcière. J'hésite à qualifier de spécimen de notre race humaine à propos de cette sorcière. Le procès s'ouvre, le temps des préliminaires passés, Nora me tend le micro et je dis « Je pardonnerai tout et je mesure la portée de mon acte. Je sais ce que c'est que le confinement. Je refuse d'envoyer cette tendre chair dans un tombeau à ciel ouvert, la prison. Elle a plus besoin de liberté que de privation de liberté. Clémentine vient d'être graciée. Voilà, chère lectrice, cher lecteur, comment mon ardent désir de comprendre le plaisir des filles faillit me coûter la vie et la liberté de respirer l'air frais de Paris, comme j'ai failli emmener Clem dans ce gouffre, cette peine capitale, si j'ose dire. Pour moi, une prison à perpétuité ou une guillotine mène à la mort. Sous ces deux variantes, une mort immédiate, une mort à petite dose. Miraculé que je suis, j'attendrai serein le discours du Premier ministre. Confinement prolongé, couvre-feu, attestation de sortie, peu importe les mesures gouvernementales, censées freiner la propagation de ce virus. Pour moi, l'essentiel, je suis en vie ainsi que mes enfants et ma femme. L'essentiel, j'évite la prison et l'enfermement. Un vaccin efficace à grande échelle arrivera. Ce méchant virus sera vaincu, la vie reprendra de plus belle avec ses loisirs et le plaisir des garçons et des filles à se chamailler dans un jeu sans enjeu. La vie normale reprendra, mais la modernité sera toujours tenue en laisse par les chics promesses mirobolantes de elle, E majuscule, cette beauté trompeuse miroitée par la grande ville, la ville lumière Paris, que Jules a pendant plus de 20 ans adulé et qui faillit le perdre. Grand 5, Alice. 1. Sabrina, une journaliste du Parisien, la stagiaire en fin de son cursus, un diplôme d'ingénieur option médias, sémiotique et rhétorique, se demande, songeuse, soucieuse du travail bien accompli. Ai-je très bien résumé le procès de Clémentine et Jules conformément aux attentes des lecteurs? Samir, son tuteur ce matin, alors qu'elle est censée être au repos en RTT, ne s'est pas gêné dès 7 heures pour l'appeler. Chère Sab, une lectrice, Marie-Laure Tessier, se plaint, perplexe, de ne rien comprendre à ton récit. Son tuteur de stage lui dit de répondre aux commentaires de Marie-Laure postés sur leur site internet. En après-midi, Sab a tenté de lui résumer la situation comme ceci. Chère madame, en 2 mots. Jules a séduit Clémentine et réciproquement, car sa femme, Jolina, lui fait la tête. Alors, dans le dessein de la reconquérir, Jules tente l'option fatale et qui marche à tous les coups, la jalousie. C'est connu, le désir mimétique. Sûrement l'épouse, au courant d'une infidélité de son mari, fait des pieds et des mains, si j'ose dire, pour briser son idylle extra-conjugale.
L'objet désiré par un tiers est davantage désiré par le premier admirateur ayant manqué, sur un coup de tête, voire à cause des mauvais conseils du malin le diable, à son devoir de fournisseur de tendresse et de plus d'attention envers sa digne moitié. Jules attend de voir sa femme lui réaffirmer son attachement conjugal, infaillible et difficile à concasser comme un bloc de granit. Toujours est-il que pour le moment, c'est plutôt son cœur, comme fait de pierre d'airain, qui a montré une rigidité de granit insensible, incassable. Quelques semaines après leur premier salon de thé, Clémentine, avocate pénaliste, invite Jules. Dans l'étude de son patron, là-bas, il rencontre la maman du boss, un baron influent de la place parisienne et mondiale. À suivre Sabrina, la stagiaire, bientôt titulaire chez Le Parisien. Une affaire de sale fric serait derrière cette situation tragique. Au courant de l'héritage mirobolant de Jolina, cette princesse slave, issue d'une oligarchie intouchable, les deux femmes ont tenté d'empoisonner Jules. Surtout la maman du baron en a profité pour appeler la police, dire que Clémentine est la vraie coupable. En ce sens, pour étoffer sa ligne de défense, elle invite les anciens maris de Clem. Ils ont témoigné, comme quoi leur ex-femme les a violentés, aveu obtenu grâce à une sorte de corruption exercée sur eux par la vieille vipère. Jules est dans le coma, chanceux, il en ressort et se réveille sans dommage. Il porte l'affaire au tribunal, la vieille dame est blanchie. Clémentine, sans défense, est emprisonnée. En parallèle, la pandémie, due au virus 19, a fort tétanisé Paris, et Jules, qui a connu l'anxiété et le confinement. Le jour du procès, il a refusé de confiner entre les quatre murs Clem. Une telle sanction aurait été l'une des plus grandes erreurs judiciaires parisiennes. Bienveillant ce Jules qui est rentré chez sa femme et ses enfants dans la joie et le sentiment du devoir accompli, le devoir de pardonner aux faibles que nous sommes, nous les humains parfois bêtes, méchants, facilement manipulables, prêts à vendre notre âme au diable, diable religieux, diable capitaliste, pour briller dans la société des loisirs et faire le beau ou la belle, amuser la galerie. Oui, nous oublions que l'arroseur est toujours arrosé. Et que, Dame Nature, une certaine justice immanente, si vous aimez mieux, finit par rétablir les équilibres des gens gardiens exigent. Ils savent protéger les innocents. Jules n'est pas d'accord avec Yasmina Khadra. Pour le grand écrivain à suivre le titre de son roman éligible au Nobel, Les Anges. Un jour ou l'autre finissent par jeter l'éponge, mourir, à cause des innombrables blessures subies par certaines âmes malheureuses, maudites peut-être. L'humain est un moins que rien. Martelaient, quand Sable jouait l'insolente et la fière, les grands-parents de la jeune stagiaire. Ces rescapés de la Seconde Guerre mondiale, de la formidable guerre d'Algérie et de l'attaque du musée du Bardo à Tunis en ce triste 18 mars 2015. Dans son récent article sur leur site web, la future journaliste enfin titularisée s'interroge. « Moi, Sabrina, la stagiaire du Parisien, ai-je très bien restitué le procès de Clem ? Ai-je bien compris les tenants et les aboutissants de cet empoisonnement raté, et tant mieux. Pourquoi la maman du patron de Clem accepte-t-elle les agissements irrespectueux de la femme, subis par Clem, son employé ? Cet enfant non désiré, allant d'humiliation parentale vers le harcèlement impuni patronal au travail d'eux. Aux dernières nouvelles, Clem, reconvertie en critique littéraire, fait bon ménage avec Sab au bureau numéro 4 du 6e étage. Ce jeudi 14 octobre, elle présente, avec l'aide de Katia, une nouvelle stagiaire. Ce jeudi 14 octobre, elle présente, avec l'aide de Katia, une nouvelle stagiaire, une jeune romancière, Alice Lim. Cette plume infatigable vient de publier Tempête en montagne. Un nouvel épisode de la saga en train de suivre, au jour le jour, comme un feuilleton télévisuel, La famille Valente. Lisons la fiche de lecture de Clem et Katia. La fiche de lecture. Fidèle à son schéma narratif maîtrisé, Alice saisit comme toujours le départ de la famille Valente quelque part pour lancer son intrigue. Cette fois-ci, l'occasion lui a été donnée par des vacances en Savoie. Quoi de plus intrigant pour l'humain que de changer ses habitudes, quitter son nid douillet, et l'humain a de tout temps craint. De quoi sera fait demain, c'est inconnu. Ces vacances, c'est aussi un prétexte pour Nine, la mère de famille, à l'initiative de cette excursion dans une station de ski, de s'interroger. Fait-elle plaisir à ses deux fils et son mari adorable ?
prêt à rendre service, combler femmes et enfants. N'en fait-elle pas trop? Ne devrait-elle pas lâcher son beau monde, Delphine compris, la copine de son fils aîné? Et voilà qu'elle tente de se justifier en rappelant toute l'attention dont elle et son mari entourent leurs deux garçons, comme si elle avait le droit de vie et de mort sur eux, comme certaines mères étouffantes, que nenni, puisqu'elle s'est lâché la bride pour cultiver son jardin secret, sa vie publique de romancière épanouie. Oui, la littérature occupe une grande place dans sa vie de retraitée, toujours jeune et en phase avec la modernité. Ne se déplace-t-elle pas sur une trottinette comme une adolescente? Et les nouvelles technologies de l'information ne lui font pas peur, la preuve. Elle s'est mise sans déplaisir à écouter d'innombrables livres audio, surtout qu'elle peut s'exercer à d'autres activités domestiques en parallèle. La littérature lui permet aussi de tisser des liens qui libèrent. Du début à la fin, Alice met en scène des situations où un vivre ensemble, jusque-là heureux chez la famille Valente, semble mis en perdition. Le lecteur se posera la question: pour quand la tempête annoncée par le titre? Au retour des vacanciers chez eux, dans leur cocon parisien, boulevard de Tessier, une autre fois, Alice conclut: la nouvelle critique littéraire, Clem, nous gratifie d'un épisode joliment écrit, en termes de style et d'histoire de famille, rondement mené. D'un autre côté, elle nous laisse sur notre faim, remarque Katia, le bras droit de Clem. Elle nous laisse pantois, dans le sens suivant. Alice introduit une L, E majuscule, pardonneuse, P majuscule, sans en dire davantage. Cette L majuscule, serait-ce la face heureuse de nos vies croisées au cours de notre passage éphémère ici-bas? Cette L majuscule pardonneuse, serait-ce la société de consommation de masse qui, d'une certaine façon, constitue notre moteur, notre joie, notre motivation pour nous lever aux aurores pour aller travailler? Oui, travailler pour recevoir chaque fin de mois une paye, à dépenser en biens de consommation divers et faire plaisir autour de nous. En tout cas, l'énigme L majuscule pardonneuse demeure non résolue. Aux yeux de Clem aussi, elle rassure Katia. Attendons le prochain épisode ou la prochaine saison de la saga de l'autrice. Elle creusera sûrement en profondeur cette notion floue. Façon de tenir ses lectrices et lecteurs en haleine, leur donner envie d'attendre la suite et vendre ses ouvrages à grande échelle. Fin du roman.